Quelques retraités sont réunis à la belle maison Bessner, le chalet du parc d'Elfa-Sauvé. La scène rappelle l'école d'Athènes, le tableau de Raphaël qui rend hommage au fondateur de la philosophie occidentale. Comme dans la célèbre fresque, chacun des nobles personnages ici présents a défriché un chemin qui a contribué au bien-être de la cité. Autour de l'ancien maire Denis Lapointe, il y a Jean-Pierre Leduc, l'homme des arts de la scène. Yvon Boucher, l'homme de la solidarité sociale. Donald Tremblay, le gardien de l'histoire. Jean Brassard est l'homme de la musique classique. Il y a aussi l'industriel Jocelyn Demers qui fut pendant 20 ans président du port de Valleyfield, le seul port municipal au Canada. Michel Rochefort est l'infatigable organisateur des activités sportives. Émile Duhamel est l'homme des œuvres religieuses communautaires. Enfin, le vicaire général André Lafleur, qui représente la mémoire du clergé. Tous ne sont pas grecs dans l'école d'Athènes. Averroès était andalou, c'est-à-dire musulman d'Espagne. Dans notre tableau à nous, tous ne sont pas nés à Salaberry de Valleyfield. Pierre Lagrenade est né à Montréal, mais il a passé beaucoup plus de temps dans sa ville d'adoption à soutenir les luttes ouvrières que dans sa ville natale. Bien qu'elle ne soit ni homme ni très âgée, Renée Demers a vraiment sa place dans cet aéropage. Elle dirige la plus vieille entreprise de la région, fondée il y a plus d'un siècle. Ces hommes vénérables et cette femme dynamique réfléchissent ensemble à l'avenir de Salaberry de Valleyfield, une ville jeune mais déjà riche de sa passionnante histoire, porteuse de précieuses leçons. Une histoire saisie dans quelques-uns de ses moments les plus dramatiques par le génie du photographe Peter Rozon qui nourrira l'imaginaire du monde pour les siècles des siècles. J'ai quasiment le goût de dire Amen. En arrivant du lac Ontario, Salaberry de Valleyfield est la première ville d'importance dans la partie québécoise du fleuve Saint-Laurent. Mais c'est la dernière à y avoir été fondée il y a 150 ans. La petite nouvelle a 250 ans de moins que ses grandes sœurs en aval, mais elle est bien de son temps. C'est la première company town au Canada, c'est-à-dire une ville développée et administrée par des entrepreneurs pour y loger leur main-d'œuvre. Puis dans ma famille, moi, tout le monde travaillait à la Moco. Mon père a travaillé à Montreal Cotton, ma mère, mon frère, deux de mes sœurs, même ma conjointe. Ma mère a travaillé à la Montreal Cotton. Les tantes de mon père ont travaillé à la Montreal Cotton. Les familles qui demeuraient dans le quartier travaillaient là. Des fois pendant 40 ans, 50 ans. Moi, ma mère me disait qu'elle était weaveuse. En français, on dirait navetteuse. J'ai eu une grande-tante qui a travaillé là en filature pendant des années, mais elle est devenue une couturière extraordinaire par la suite. Ma mère travaillait à Montreal Cotton, les voisines travaillaient à Montreal Cotton. C'était la mamelle de la ville. Dans la ville ici, là, dans toutes les familles, il y a quelqu'un qui a une histoire à raconter relativement à la Montreal Cotton. Les quartiers sont développés autour des usines. J'ai peut-être 8 ans. On jouait dehors avec mes amis, puis on regarde au loin, il y a un nuage blanc qui s'en vient. En fait, c'est une compagnie qui a eu un échappement de gaz. C'était pas drôle. C'était pas drôle. On était tous un peu s'étouffés, tu sais, comme on avait de la misère à respirer, puis on se promenait dans le nuage, puis on trouvait ça comique. Tu sais, c'est une autre époque, hein? Partout dans le monde, l'ère industrielle s'achève après avoir infligé bien des blessures aux humains et à leur environnement. L'histoire de Salaberry de Valleyfield en est toute couturée. Mais dans cette ville du Québec, on a la curieuse habitude de transformer les épreuves en opportunités. C'est normal quand on pense à tous les attraits de cette ville que les industriels ont l'habitude de transformer en profits mirobolants. Ces attraits sont de 3 ordres: naturel, culturel et géographique. Pour en avoir un aperçu, calons-nous confortablement dans ces chaises Adirondack et admirons le paysage. Sur l'horizon, l'observateur attentif verra passer le 5e des réserves de surface d'eau douce de la planète. À l'autre bout de ce chemin liquide, autour des grands lacs où il prend sa source,
il y a Toronto, Chicago, Détroit, Cleveland, Buffalo et 30 millions de personnes qui consomment et qui produisent les marchandises acheminées sur la voie maritime du Saint-Laurent. Depuis 60 ans, cette voie maritime a fait passer devant ce quai 3 milliards de tonnes de minerais, de carburant, de céréales et de machines en direction ou en provenance d'une cinquantaine de pays. Sur ce quai, nous ne sommes pas seuls. 8000 ans de présence autochtone nous contemplent, attestés par les fouilles archéologiques de la pointe du Buisson. À la gauche du quai, de l'autre côté de la baie Saint-François, on découvre le joli parc d'Elfas-Sauvé, conçu par Frédéric Todd, qui a signé le Mont-Royal, le Jardin botanique et l'île Sainte-Hélène à Montréal et les Plaines d'Abraham à Québec. Dans le parc se dresse Charles-Michel de Salaberry, qui a repoussé 7000 envahisseurs américains avec ses 300 voltigeurs canadiens-français. C'était en 1813, près de la rivière Châteauguay, qui a donné son nom à la ville voisine. Le parc d'Elfas-Sauvé est séparé du centre-ville par les eaux paisibles de l'ancien canal de Beauharnois, creusé au pic et à la pelle au milieu du 19e siècle par de vaillants Irlandais. Les cascades du fleuve à cet endroit empêchaient la navigation entre le Haut et le Bas-Canada. Et on aime bien dire que le chemin de fer transcontinental a fait le Canada, mais avant le chemin de fer, ce sont les canaux navigables qui ont fait le Bas et le Haut Canada. Des canaux creusés dans le sang. En 1843, le gouvernement de l'Union envoie l'armée britannique réprimer une grève des Irlandais. Des dizaines de grévistes sont massacrés. C'est le conflit de travail le plus meurtrier de l'histoire canadienne. Mais c'est bien grâce à ces ouvriers que les cascades furent contournées et que la navigation fut permise. Le dénivelé de 84 pieds entre le lac Saint-François et le lac Saint-Louis, qui faisait le cauchemar des navigateurs, fera la fortune des industriels qui sauront harnacher la force hydraulique du fleuve. Les Écossais ont bâti les 7 premiers moulins qui fonctionnaient grâce à l'énergie hydraulique. Après le court règne des moulins à papier, commence le long règne de l'industrie textile. Pendant 107 ans, c'est là aussi que commence l'histoire d'une nouvelle ville qui se développe rapidement autour d'une entreprise. La ville de Salaberry-de-Valleyfield a été fondée quasiment en même temps que l'établissement de la Montreal Cotton. À Salaberry de Valleyfield, la ville de compagnie est caractérisée notamment par une frontière bien marquée entre les quartiers cossus réservés au patronat anglophone et les quartiers populaires réservés aux ouvriers francophones. Il n'y avait pas beaucoup de mobilité entre ces quartiers et le folklore local conserve souvent le souvenir d'amour contrarié par des préjugés tenaces entre la fille du patron et le fils de l'ouvrier. Ça, c'était le No Man's Land entre le quartier des Anglais et la Pétoche, Belle-Rive, quartier ouvrier, francophone. La trame urbaine aménagée par la Montreal Cotton s'est diluée avec le temps dans l'agrandissement de la ville. L'usine était un lieu de travail, bien sûr. C'était aussi un lieu d'organisation socio-culturelle. Mes parents, il n'y a peut-être pas cette conscience de classe. Pour eux autres, il fallait travailler. L'usine leur donnait du travail. Ils travaillaient fort. Les conditions de travail n'étaient pas très bonnes. Les salaires n'étaient pas élevés. Moi, ma mère, elle travaillait 6 jours semaine, 12 heures par jour. Tu sais, quand on parle de conditions de travail, moi, dans ma famille, tous ceux qui ont travaillé à la MOCO sont sourds. Aussi, ces gens-là, ils travaillaient dans l'humidité constante parce qu'il y avait toujours une petite brume pour permettre à la fibre de coton de bien se travailler quand on la filait, là. Tu sais, ça fait que tu travailles 12 heures par jour, 6 jours sur 7 pendant 10, 15, 20 ans à l'humidité. À sa fondation, l'usine emploie des hommes, des femmes et des enfants. À la fin du 19e siècle, et ça jusque dans les années 1920, des familles entières rentrent à la filature et reçoivent un salaire dit familial. Il y avait beaucoup d'enfants qui travaillaient dans l'usine parce qu'un bras d'enfant pouvait passer entre les pièces de mécanisme
Mais un bras d'adulte ne pouvait pas passer. C'est quand il y avait des accidents, ça, c'était pas compensé par la suite. On parle pas de normes de santé et sécurité au travail à cette époque-là. Donc, tu perdais un bras, puis c'était... Bien, tu perdais un bras, puis c'était bonjour la visite. C'est la norme qui prévaut pendant 3/4 de siècle. C'est pour ça que des fois, j'ai entendu ma mère, mon père dire, bien, une chance qu'on a l'union pour nous défendre. On a été vu beaucoup comme le berceau du syndicalisme au Québec. Plusieurs grèves ont suivi celle des ouvriers irlandais de 1843. Moins sanglante, celle de 1946 aura des conséquences durables qui profiteront à tous les travailleurs du Québec. C'est une grève qui a duré 100 jours. À cette époque-là, il n'y avait pas des fonds de grève comme aujourd'hui. Là. Les gens vivaient avec l'aide des cultivateurs et des soupes populaires pour être capables de tenir le coup. Dans l'histoire du Québec, on parle beaucoup de la grève de Murdochville, d'Asbestos, mais celle de 1946 a été beaucoup plus marquante historiquement. Où ces aspects-là de soumission du pouvoir du clergé, du respect de l'État, du respect des juges, de la société en place, a été bousculés complètement. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que Madeleine Parent, qui était une des organisatrices du syndicat avec Trèfle-Leduc, Kent Rowley, a dit que 1946, ça a été un des premiers coups de clairon de la Révolution tranquille au Québec. J'étais très jeune quand j'ai été habitué à entendre parler de l'usine. Mais pas juste du côté malheureux des choses, mais surtout, je dirais, du côté positif des choses. Il y avait plein d'amis. L'accent était souvent mis sur le plaisir de travailler avec ces gens-là. C'était plus ça qu'on entendait parler à la maison, curieusement, que des conditions de vie et de travail très difficiles. Des voisins, des voisines que j'ai connus parlaient aussi de cette solidarité ouvrière-là. Mon père, il était très impliqué dans toutes sortes d'organisations en dehors de l'usine, organiser des parties de balle molle, des parties de ballon-ballet. Peut-être qu'il y avait le bonheur facile. J'ai réalisé que j'aimais ma ville par la pratique sportive. Il y a une riche histoire de Salaberry de Valleyfield au baseball. J'ai gagné je ne sais plus combien de championnats provinciaux. En fait, on gagnait tout le temps. On faisait la petite parade dans la ville, dans le boîte du pick-up. Les gens nous klaxonnaient. J'ai toujours été content depuis lors de dire que j'étais Campi-Valencien. Parce qu'ils ont eu d'excellents maires, tous les Campi-Valenciens sont contents de dire qu'ils sont Campi-Valenciens. Miguel Lemieux a été élu une première fois en 2017 et s'est fait réélire 4 ans plus tard sans opposition. Ça, c'est la pelle qui avait été utilisée lors de la première pelletée de terre officielle là, pour la gare intermodale de CSX en juin 2013. Je n'y étais pas à l'époque, mais j'ai eu depuis l'occasion de faire plusieurs pelletées de terre. Les maires aiment ça d'habitude. Quand on se sert de cette pelle-là, ça veut dire qu'il y a un gros projet qui s'en vient. Donc, quelque chose de structurant, probablement avec des revenus. Oui, l'économie se porte bien. Surtout quand de grosses entreprises s'installent en ville et qu'elles embauchent les gens par milliers. Ce fut le cas pendant la Deuxième Guerre mondiale. En plus des uniformes militaires produits par l'industrie textile, la ville a fourni aux armées alliées des explosifs et des munitions fabriqués par une société de la Couronne appelée DIL. Cette production a inspiré le nom d'un nouveau quartier, la Nitro, où le gouvernement canadien avait fait construire à la hâte des centaines de petites maisons pour loger les 3500 employés embauchés temporairement pour l'effort de guerre. L'usine a changé de main plusieurs fois depuis, mais elle fonctionne encore aujourd'hui sous la bannière américaine de la General Dynamics. Il faut noter qu'au cours de son histoire, cette usine a aussi connu de mémorables luttes syndicales qui ont permis de grandes améliorations pour la santé et la sécurité au travail. Après la guerre, le maire Robert Cochon a eu l'idée audacieuse de construire un port de marchandises sur la future voie maritime du Saint-Laurent pour attirer des industries chimiques. La ville en avait bien besoin.
l'industrie textile était sur le point de l'abandonner pour aller exploiter les travailleurs du Bangladesh. Après avoir filé du coton pendant 107 ans, la plus grosse partie des travailleurs de Salaberry de Valleyfield, grâce à leur tout nouveau port, produisaient maintenant du zinc, des engrais et des pneus. Tout allait bien jusqu'à ce que la Goodyear congédie 1400 personnes, un autre coup dur pour la ville. Et c'était pas difficile uniquement à Valleyfield, c'est difficile dans l'ensemble du monde industrialisé. Les campis valenciens, à l'image de leurs équipes de baseball, sont combatifs. L'entrepreneuriat local s'est levé et l'économie s'est diversifiée davantage, poursuivant ainsi l'élan initié par l'ouverture du port. La ville attire toujours de grandes entreprises étrangères, mais aucune ne domine le marché de l'emploi comme le faisait la Goodyear ou la Montreal Cotton, devenue la Dominion Textile, avant de fermer définitivement ses portes en 1985. La diversification de l'économie permet d'absorber beaucoup plus facilement les transitions industrielles inévitables. Ça s'est passé dans le contexte où Denis Lapointe est arrivé comme maire. Un développement d'entrepreneurship local a remis la machine en marche. Mon père avait lu dans un journal local qu'on était une ville de boîte à lunch, qui n'avait pas d'envergure. Ça l'avait insulté. Il dit « On apporte nos boîtes à lunch, mais regardez, vous êtes tous à l'école, puis on a travaillé pour que vous soyez éduqués. » Quand Denis Lapointe a été élu maire de Salaberry de Valleyfield pour la première fois, Miguel Lemieux, son successeur immédiat, avait 12 ans et jouait au baseball chez les Pee-Wee. Contrairement à ses équipes de baseball, la ville allait plutôt mal. Il y a eu un article qui est paru dans Le Devoir. La ville de Valleyfield va voter pour arrêter le déclin. Et c'est ce qu'elle a fait. Lapointe sera maire pendant 22 ans, malgré des débuts difficiles. Pour convaincre les conseillers qui ne lui étaient pas acquis qu'on peut réaliser des projets structurants dans un contexte financier défavorable, le nouveau maire Lapointe brandit le manifeste révolutionnaire qui guidera toute son action politique. Alors, je leur ai sorti. Ça, je disais ça à mes filles, elles étaient petites. J'avais fait une copie de ça, puis je les avais distribuées. Puis là, tout le monde se regardait. Si on se met ensemble, puis on prend tous les fonds de tiroir, on va réaliser un projet, puis tout le monde va être heureux. Avec peu de moyens et beaucoup de conviction, le nouveau maire lance sa première idée, une trilogie culturelle. Le premier élément était le savoir. Est née la bibliothèque municipale collégiale, dans une époque où il y avait un moratoire gouvernemental sur les projets de bibliothèque. La nouvelle bibliothèque municipale et collégiale reçoit le nom de l'un des plus illustres fils de Salaberry de Valleyfield, Armand Frappier, microbiologiste mondialement reconnu. Le deuxième élément, c'était l'expression. L'expression, c'était la salle de spectacle du collège. Qui servait à une instance qui s'appelle Valspec. À faire venir des spectacles. C'était un grand auditorium très long. Un jour, Gilles Vigneault avait dit qu'il était venu chanter dans une allée de quilles. Puis dans cet auditorium-là, il se faisait du théâtre. Les étudiants du collège avaient une troupe de théâtre qui s'appelait les Coquillards. Au niveau de la ville, on avait créé une troupe de théâtre qui s'appelait les Clandestins. Là aussi, il y avait un moratoire sur les salles de spectacle, mais on a bâti un projet. Il fallait refaire la structure du bâtiment qui était plus que centenaire. On l'a fait.
La salle de spectacle reçoit le nom d'un autre illustre campivalencien, Albert Dumouchel, artiste graveur lui aussi mondialement reconnu, qui a lui-même enseigné au collège de Valleyfield. Il reste un volet à réaliser qui était la mémoire. Et la mémoire, c'était le musée. Dans cette ancienne église presbytérienne, la ville installe son magnifique musée historique des deux rives, le Museau. Par cette belle conclusion, la trilogie culturelle symbolisait le renouveau de la ville après l'érosion momentanée de sa puissance industrielle. On est encore là aujourd'hui. La ville, elle se porte super bien. Le conseil de ville actuel, c'est toute une gang de jeunes renouvelés. Donc, c'est proposé par M. Amès, appuyé par J'appuie, monsieur le maire. Mme Chenaille. Je suis pour. Il y a eu le passage de Denis Lapointe qui, à mon avis, est déterminant. Là, on est passé de l'époque où le budget était ça d'épais, là, puis il y en avait déjà trop. Puis Denis, tu sais, hein, on a des projets, on a du frais qu'on va en trouver, etc. La soupe au bouton. C'est une ville de plaisir. Dit la juge Perron, qui en a certainement besoin après des décennies passées à voir défiler devant son tribunal les drames ordinaires d'un bassin de 500 000 personnes. C'est la population du district judiciaire de Beauharnois, dont le siège est le palais de justice de Salaberry de Valleyfield. De ville industrielle, on l'a transformée en ville socio-touristique. Que ce soit dans le parc industriel, Perron, du nom de mon père et de ses cousins, incidemment. C'est une belle fierté pour la famille. Mais c'est surtout la proximité de tous les immeubles de service qui sont autour de l'ancienne Montreal Cotton. Plus que la force du fleuve, maintenant. C'est l'hôpital, le palais de justice et le cégep. C'est le moteur de la ville. Et cette petite ville, par le souffle nouveau qu'avait donné Denis Lapointe avant et que Miguel Lemieux donne aujourd'hui, lui confère une beauté. Son charme, c'est son plan d'eau. Alors, on a de beaux bijoux. Tout ça parce que la ville s'est installée ici à cause de sa rivière, Saint-Charles, qui était l'amenée d'eau qui a alimenté la Montreal Cotton, puis la ville s'est développée autour de ça. Le modèle de la ville de compagnie est né en Angleterre au 18e siècle. Implanté à Salaberry de Valleyfield en 1874, il inspirera 200 autres villes du Canada dont elles contribueront fortement à forger l'identité. Une identité faite de travail et de piété. La religion a marqué tous les événements de la ville, depuis les grandes processions jusqu'à la bénédiction des commerces. Depuis ce quai, on aura vu surgir, puis brûler, puis reconstruire la cathédrale Sainte-Cécile, joyau de la ville. Autour de la cathédrale Sainte-Cécile et du cégep, des communautés religieuses, de sœurs surtout, ont soigné et éduqué les habitants. Leurs œuvres survivent dans de nombreuses organisations de secours qui font l'excellente réputation de Salaberry de Valleyfield. Un exemple parmi tant d'autres, le Café des Deux Pins,
Fondée par une religieuse et par un prêtre à la fermeture de la Dominion Textile pour aider les gens qui se retrouvaient sans travail. Cette œuvre est aujourd'hui dirigée par une authentique sainte, Noëlla Gagnon. Je réponds aux besoins. Donc, je regarde pas si j'ai le financement pour le faire, ça, je devrais pas. Trouve le moyen. C'est ça, je le fais, puis après ça, je regarde comment je peux m'organiser pour grossir le pain. On a un milieu communautaire ultra efficace, ultra tissé serré, ce qui me fait souvent dire que dans la vie, on aime mieux pas être mal pris, mais tant qu'à être mal pris, mieux vaut l'être à Salaberry de Valleyfield. C'est que c'est l'anti-ville dortoir. Première ville de compagnie, dernière ville sur le Saint-Laurent, Salaberry de Valleyfield est aussi la capitale québécoise de l'oxymore, cette figure de style qui consiste à renforcer une idée par son contraire. Elle est à la fois industrielle et belle, solidaire et prospère, capitaliste et environnementaliste. Dans ces heureuses contradictions, la ville est très fière de son tartan, dûment reconnu par les autorités compétentes de l'Écosse, qui représentait autrefois la classe opprimante. Ville d'industrie, de commerce et de services, de patrimoine, de culture et de loisirs. Salaberry de Valleyfield réunit tous les éléments de la ville idéale du 3e millénaire. Il y a de quoi s'y tenir occupé. Je m'assoyais souvent sur le bord de l'eau l'été. Je passais des heures à regarder le paysage. Je m'inventais toutes sortes de scénarios, de voyages. La nature est bien faite parce que vous êtes devenu poète. Donc, ça a servi à quelque chose. Si vous aviez été gérant de la Goodyear, ça aurait servi à rien. Oui, j'aurais juste un gros yacht, puis j'aurais rien compris. Bon, on y va, plein gaz! Je reviens chaque année au regard d'abord voir ma gang de chums, mais aussi pour me baigner dans cette atmosphère. Pour moi, les regards, c'est ma Madeleine de Proust. Mais là, je pense qu'il n'y a pas de problème de pression.